revenir sur ce site du 13e qui est un lieu historique et pourtant un lieu méconnu. Cette année 2018, et ce mois de novembre évidemment revêt un caractère particulier puisque après-demain nous allons commémorer le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et nous allons rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont battus pour notre liberté, souvent au prix du sacrifice ultime. Comme pour toutes les guerres, il y a ce qu'on apprend à l'école, au travers de nos lectures, au travers de l'enseignement et des documentaires. Et puis, il y a des histoires méconnues ou oubliées. Celles qui ne sont connues que grâce au travail acharné des historiens ou des passionnés qui veulent que personne ne soit oublié et qui exhument des événements occultés. L'année 1915 est une année charnière dans la Grande Guerre. Celle qui devait être courte dure depuis déjà trop longtemps. Le ministère de la Guerre demande toujours plus d'hommes, mais aussi plus d'armes et de munitions. La fabrication de matériel, d'armes, de munitions donc atteint des seuils inimaginables. Et Joffre demande toujours plus aux usines de guerre. Ici même, en lieu et place de l'immeuble qui se trouve juste derrière moi, était située l'usine d'armement Louis Billon, du nom de l'inventeur de la grenade percutante. La situation est certes dangereuse dans les tranchées, mais elle l'est aussi dans les usines de fabrication d'obus, de cartouches et de grenades. La capitale se vit aussi comme une ville du front, étant plusieurs fois bombardée. De toutes les capitales en guerre, c'est celle qui est le plus près des lignes de feu. En cette année 1915, les combats font rage à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Et les Allemands, comme un cri de guerre, hurlent « Nach Paris » pour dire qu'ils y seront bientôt. Face à cette guerre de position, l'armée a un grand besoin de munitions. Dans les usines, les cadences s'accélèrent. Dans cette usine, la production de grenades, 5000 par jour théoriquement autorisées dans les règles de l'art pour respecter un minimum de règles de sécurité, atteint rapidement, à la demande expresse de l'état-major, 30 000 par jour. 6 fois plus. Le 20 octobre 1915, à 14h20, l'usine de grenades dirigée par Louis Billon explose et dévaste le quartier, faisant une cinquantaine de morts et plus de 100 blessés. Une cinquantaine de morts et plus de 100 blessés. Ce jour-là, au lieu de 5000 grenades chargées, il y en avait 15 000, peut-être plus. Un désastre pour le ministère de la Guerre et pour l'industriel, dont les compétences inventives mises à la disposition de l'administration sont reconnues en haut lieu, mais ce désastre, évidemment, n'est rien face aux vies dévastées, qui pèsent pourtant bien peu face aux milliers de soldats qui tombent en même temps au front. Le président Poincaré se rendra toutefois sur les lieux. Je le cite, « Il ne reste plus rien, pas un mur, pas un pilier debout, rien que des débris calcinés, épaves de toutes sortes, morceaux de métal tordus, poutres et planches à demi consumées, verres détruits en miettes, plâtras, chiffons, et partout, des taches de sang. » Dans son édition du 22 octobre 1915, le journal Le Temps témoigne des stigmates de la violente explosion qui a ravagé l'usine 2 jours auparavant. Dans un rayon de 500 mètres, les vitres et les vitrines sont brisées, portes-fenêtres sont dégondées. Les écoles du quartier n'ont plus de vitres. Le commissariat de police situé à l'angle des rues Dupuy et Martin-Bernard est détruit. L'église Sainte-Anne, celle qui est plus loin sur la rue de Tolbiac, a beaucoup souffert. Tout comme l'œuvre de Paulin Enfer, la mie de pain qui est partiellement détruite. Le bilan est très lourd, donc 58 personnes ont été tuées, plus d'une centaine ont été blessées. On a pu voir les agents, les pompiers, les soldats transporter sur des civières des corps et des débris de corps qui allaient déposer dans un poste de secours où la lugubre exposition avait un caractère d'épouvante et d'honneur. Je cite là aussi un texte de l'époque. Et voilà ce que disait une partie du rapport des sapeurs-pompiers de Paris
qui sont intervenus sur les lieux. Je tiens à remercier très chaleureusement la présence de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et rappelons-le, l'action des hommes du régiment a été déterminante. Ainsi, la rapidité et l'importance de l'intervention des sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux en quelques minutes méritent évidemment d'être soulignés. Plus de 100 pompiers étaient sur place sous la direction du colonel Cordier, commandant le régiment qui a dirigé les secours en personne. Il a en particulier évité l'extension de l'incendie au stock d'explosifs voisins, ce qui aurait décuplé la catastrophe. Une vingtaine de personnes ont été sauvées in extremis par les pompiers. Mais aussi parmi les morts, Lucien Descendré, médecin aide-major de 2e classe des sapeurs-pompiers de Paris. Il est mort au feu. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital du Val-de-Grâce, où le président de la République, Raymond Poincaré, lui a remis la Légion d'honneur juste avant son décès. Cet épisode funeste met aussi en lumière le rôle prépondérant des femmes pendant la Grande Guerre. Les hommes au front, ce sont elles qui étaient à l'usine ce jour-là. 26 femmes travaillaient dans l'usine et une fillette de 8 ans qui passait par là sont décédées. Ces femmes étaient jeunes, 27 ans en moyenne. Des femmes qui travaillaient déjà avant la guerre, souvent couturières, blanchiseuses, lingères. Mais pour contribuer à l'effort de guerre, elles avaient changé d'activité. Je me permets de me tourner vers les familles représentées ce matin, les familles des victimes. Et c'est un réel honneur que vous nous faites d'être parmi nous ce matin. Je sais que certaines viennent de Lyon juste pour être présents. Nous rendons hommage notamment à Madame Nuss, épouse Roy, à Madame Meunier ainsi qu'à Monsieur Domine, dont vous pouvez observer les portraits qui sont ici devant vous. Mesdames, Messieurs, plus de 100 ans après ces événements certes particulièrement meurtriers, mais qui se sont peu à peu effacés des mémoires, pour être peut-être devenus petit à petit comme un simple fait divers. Ce n'était pas un fait divers. Nous nous devons de ranimer la mémoire aujourd'hui. Je salue ici le travail de la SHA, la Société d'Histoire et d'Archéologie du XIIIe, représentée notamment par Madame Maud Siroabel et Monsieur Dominique Guyot, sans qui le dévoilement de cette plaque n'aurait pas été possible. Il est essentiel, et je salue l'ancien député aussi, il est essentiel de perpétuer ce souvenir. Et c'est grâce à votre travail qu'il soit salué. Je remercie également Paris Habitat qui nous permet d'apposer la plaque sur la façade de son immeuble. Un immeuble d'ailleurs qui va disparaître prochainement puisqu'il va faire l'objet d'une grande reconstruction, réhabilitation de l'ensemble de cette cité ainsi que la crèche qui est derrière nous. Mais rassurez-vous, nous garderons la plaque, nous la referons évidemment posée sur le nouvel immeuble reconstruit. Et cette plaque participe grandement à ce travail du souvenir. Pour cette année particulière, tout un cycle d'expositions et de projections a été organisé et vous pourrez les découvrir en mairie d'arrondissement. Je tiens d'ailleurs à remercier plus largement tous ceux qui ont pris une part importante à l'élaboration de ce programme, le comité local des anciens combattants et victimes de guerre, la SHA que j'ai déjà cité entre autres. Pour conclure, mes derniers mots iront aux victimes. Au nom du 13e arrondissement, je veux rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes avec respect, avec admiration et avec gratitude. Je vous remercie.